Il est 11h01. Je vous propose, Olivier, de commencer et puis après, on passera la parole à Christine pour débuter ce webinaire pour toutes les personnes qui étaient pile poil à l'heure. Très bien, merci Marie de me laisser la parole. Aujourd'hui, nous allons donc proposer, la Matmut va proposer un atelier sur la protection sociale du dirigeant en partenariat avec la CCI Seine-Estuaire. Nous sommes ravis de vous proposer cet atelier qui, vous allez le voir, sera très riche en enseignements, très riche en éléments apportés par notre intervenante, qui est Christine Laurent, qui travaille à la Matmut, mais elle aura l'occasion de se présenter juste après mon intervention. Donc, comme le disait Marie, je vous remercie de poser des questions par écrit dans le chat. Christine Laurent se fera un plaisir d'y répondre. Et donc, je vous souhaite à tous un bon webinaire. Je te laisse la parole, Christine. Merci. Merci Olivier, merci Marie et merci à la CCI de Seine-Estuaire de nous accueillir. Donc effectivement, aujourd'hui nous allons avoir un webinaire dont vous connaissez déjà le titre puisque vous vous êtes inscrit sur ce titre-là. En termes de présentation proprement dit, on peut dire que si la complémentaire santé et l'arrêt maladie ont un coût, eh bien, la santé, elle, n'a pas de prix. Donc, en fait, aujourd'hui, je me propose d'examiner avec vous la protection sociale du dirigeant sous l'angle de la variable financière que cela peut constituer pour l'entreprise. Donc, je le fais au titre de mes quelques années d'expérience dans la protection sociale, c'est-à-dire bientôt une trentaine d'années. Et surtout, je vais essayer de le faire sous un angle pratico-pratique, puisqu'en étant en contact avec les entreprises à longueur de journée, à longueur de temps, eh bien, je m'aperçois que les textes légaux, c'est bien, mais finalement, on n'y comprend pas grand-chose. Donc, par rapport au temps qui nous est imparti, je vais m'appliquer à surtout vous parler par exemple et à mettre en avant, à faire le focus sur des points qui doivent vraiment être l'objet d'une réflexion pour vous si vous pensez que votre protection sociale a besoin d'un petit toilettage. Donc, en termes de définition, aujourd'hui, nous allons aborder les 4 risques que sont, nous allons aborder les 4 risques que sont la prévoyance, mais nous allons aborder essentiellement la maladie et l'arrêt de travail et l'invalidité, le décès étant un risque un petit peu particulier. Donc, la première partie de cette intervention sera consacrée à la complémentaire santé et notamment, je ferai le point sur une réforme qui s'appelle le 100% santé, qui n'est pas si connu que ça encore des Français et qui mérite votre attention quand vous avez à vous pencher sur les prestations de votre complémentaire santé, de votre mutuelle. Ensuite, dans la deuxième partie, je vous donnerai des exemples d'arrêt de travail et d'invalidité selon que vous soyez un travailleur non salarié ou que vous soyez un salarié, puisque les deux systèmes d'indemnisation ne sont pas les mêmes. Et enfin, si nous avons le temps, dans une troisième partie, j'ai remarqué dans les inscrits qu'il y avait quelques entreprises avec certainement un service RH. Donc, je ferai un tout petit focus sur les actualités sociales, puisqu'il y a quelques points qui sont à nouveau à l'ordre du jour dans la mise en œuvre des contrats et des exonérations possibles. Donc, nous allons commencer par la complémentaire santé et donc par un chiffre qui date de 2019, puisque vous savez que 2020 a été une année particulière avec la Covid. Donc, en 2019, les Français ont dépensé en moyenne 1 130 € par personne dans l'année pour les frais de santé. Si on considère le reste à charge avant le remboursement de la mutuelle, eh bien, ce reste à charge est de 55%.
Alors, on sait très bien que ce reste à charge, il est très inégal. Le reste à charge chez le pharmacien est très peu important. Le reste à charge peut être plus ou moins important chez le médecin, selon qu'il fait du déplacement d'honoraires ou pas. Mais l'essentiel du reste à charge porte bien sûr sur les 3 postes phares que sont l'optique, le dentaire et les prothèses auditives. Donc, la réforme dont je souhaite vous parler, la réforme du 100% santé, je vais mettre le petit pointeur, voilà. La réforme du 100% santé, que l'on appelait également zéro reste à charge, mais qui maintenant, donc dans le vocabulaire quotidien, s'appelle le 100% santé. Cette réforme, elle a été mise en place depuis un certain nombre d'années. Excusez-moi, petit problème technique à nouveau. Alors, voilà. Donc, cette réforme a commencé à être mise en place à partir de 2019 et elle s'est achevée, ou presque achevée, on va dire, au 1er janvier 2021. Donc, on a presque une petite année de recul derrière nous. Et donc, il s'agit de prendre en compte, sans reste à charge, les postes que sont l'optique, le dentaire, les aides auditives. Bien entendu, on va voir dans les exemples que je vais vous donner qu'on peut rester sur des tarifs libres pour ces 3 postes également. Donc, encore une fois, les 3 postes concernés sont l'optique, les aides auditives, le dentaire. Alors, en ce qui concerne l'optique, eh bien, lorsque vous rentrez chez un opticien en ayant votre ordonnance de l'ophtalmo, vous avez aujourd'hui 3 possibilités pour acheter votre paire de lunettes. Vous avez la possibilité d'avoir un équipement qui soit un équipement 100% santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que vous allez avoir le choix de montures. Normalement, pour un adulte, il y a 17 modèles de montures dans 2 couleurs différentes. Et ces montures vont avoir un prix de 30 € maximum qui sera remboursé entièrement par la sécurité sociale et la mutuelle. Pour les verres, alors les verres, bien sûr, c'est un petit peu plus compliqué puisque c'est fonction de la correction, du type de verre, progressif, simple, etc., etc. Donc, on a des prix, on a des tarifs de prise en charge qui sont bien différents. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ces verres, ce n'est pas du bas de gamme. Alors, ce n'est pas du très haut de gamme non plus, mais ce n'est pas du bas de gamme. Et pour preuve, il bénéficie automatiquement de 3 traitements. L'amincissement, donc ça évite pour les personnes, par exemple, qui sont très myopes, d'avoir des verres trop épais. L'anti-reflet, c'est important. L'anti-rayure, c'est très important. Voilà. Donc, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vraiment aller en toute confiance, puisque ce sont des verres de bonne qualité. Les montures également, hein, ce sont des montures qui sont fabriquées par les fabricants habituels. Simplement, effectivement, il y a des accords entre la sécurité sociale et les mutuelles. Par contre, effectivement, vous allez être un petit peu contraint dans le choix. C'est-à-dire que pour les verres, par exemple, les verres Essilor, pour ne citer que cette marque, ne sont pas compris dans le 100% santé. De même, la monture, donc vous allez avoir un certain nombre de choix en monture du 100% santé, mais si vous aimez la petite monture Lacoste que vous avez vue sur le présentoir, eh bien, elle ne va peut-être pas être dans ce cadre-là. Donc, vous allez retomber dans le cadre des équipements à tarif libre. Ça veut dire que vous allez avoir la possibilité de choisir monture, verre, comme vous le souhaitez, en dehors du 100% santé. Et dans ce cas-là, vous serez remboursé, mais vous serez remboursé selon les normes, les niveaux de garantie de votre mutuelle. Ça veut donc dire que vous risquez d'avoir du reste à charge. Et troisième solution, c'est l'équipement mixte, c'est-à-dire que vous dites, ben voilà, pour les verres, c'est tellement technique que je fais confiance à mon opticien et je vais prendre du 100% santé. Par contre, sur la monture, eh bien, cette petite monture Lacoste me plaît vraiment beaucoup, donc je vais l'acheter
et je serai en tarif libre pour la monture. C'est ce qu'on appelle un équipement mixte, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un mélange des deux éléments. Lorsqu'on reste sur le 100% santé, c'est très intéressant. Pourquoi? Tout simplement parce que l'exemple que je vous donne est un exemple d'une correction pour une myopie entre -2 et -4 sur chaque œil. Donc, aujourd'hui, le tarif médian est de 290 € pour cette paire de lunettes, dont 135 € pour la monture, et le reste à charge moyen en France est de 65 €. Ça peut être plus, ça peut être moins. Voilà. Rappelez-vous que je ne le fais que pour cet exemple-là. Si vous êtes avec un équipement totalement en 100% santé, dans ce cas-là, le tarif maximal sera de 105 €, dont 30 € pour la monture, et il n'y aura aucun reste à charge. Donc, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que effectivement, ça permet d'éviter les grosses dépenses, et c'est d'autant plus intéressant, notamment pour les enfants. Vous savez que les enfants, à chaque fois qu'il y a une poussée de croissance, on est obligé de changer la monture puisque la tête grossit, la vision peut changer également assez souvent, donc c'est vraiment un excellent moyen pour n'avoir aucun reste à charge sur nos enfants qui ont des coûts en matière d'optique quand ils en ont besoin, qui sont importants. Donc voilà pour l'optique. Pour le dentaire, alors pour le dentaire, c'est un petit peu plus complexe. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va dépendre de deux éléments. Pour avoir un équipement en 100% santé en dentaire, tout va dépendre du positionnement de la dent dans la bouche, étant entendu que les dents de devant, canines, incisives, prémolaires, vont être mieux servies que les dents du fond de la bouche. Et ça va dépendre également du matériau dans lequel vont être faits les prothèses. Donc, pour bénéficier du 100% santé, une couronne ou un bridge, s'ils sont tout métalliques, quelle que soit la dent concernée, eh bien, ça pourra faire l'objet d'un 100% santé. Pas de reste à charge de votre part. Si vous voulez une couronne en céramique zircone, cela ne concernera que les incisives, les canines et les prémolaires, pas les dents du fond qui sont des dents que l'on voit moins, etc., etc., etc. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les dentistes, qui sont des professionnels de santé qui jouent particulièrement le jeu sur cette réforme, arrivent aujourd'hui à vous faire des prothèses dentaires, on va dire à peu près aux alentours de 50 à 55% des prothèses dentaires aujourd'hui rentrent dans le cadre du 100% santé. Les autres, eh bien, elles sont soit à tarif maîtrisé, soit à tarif libre. Ça veut dire que si vous voulez, par exemple, une couronne pour la dernière molaire du fond en céramique, eh bien, ça sera un tarif libre et vous aurez du reste à charge qui sera remboursé selon le niveau de votre mutuelle. Donc, vous l'avez compris, c'est une réforme d'importance puisqu'on arrive à avoir un reste à charge qui est modifié au niveau du dentaire. Si la réforme devait être un petit peu améliorée, le point sur lequel il faudrait faire attention, c'est le remboursement des bridges ou des implants. Pourquoi? Tout simplement parce que bridge ou implant, ce sont deux techniques pour remplacer une dent qui manque. Si vous prenez la technique du bridge, là, dans certains cas, effectivement, ce bridge va faire l'objet d'un 100% santé. Mais pour poser un bridge, ça veut dire qu'il faut dévitaliser les deux dents de chaque côté. Donc, c'est pas tip-top. Donc, on passe en équipement à tarif libre et donc, notamment, les implants restent sur tarif libre. Donc, c'est le point d'avancée qu'il faudrait qu'il y ait dans cette réforme dans les prochaines années. Concrètement, en euros sonnants et trébuchants, je vous ai donné l'exemple d'une couronne en céramique, sur une couronne en céramique, donc avec des tarifs de province et des tarifs de région parisienne. Donc, ces tarifs, en 2018, faisaient que la couronne avait un prix moyen de 550 €.
avec un reste à charge de 195 €. Aujourd'hui, avec le 100% santé, il n'y a plus aucun reste à charge. Et pour la même couronne, mais avec des tarifs complètement différents et un reste à charge complètement différent en région parisienne, c'est la même chose. Donc n'hésitez pas à en discuter avec votre dentiste lorsque vous avez des travaux à faire dans votre bouche. Sur les auditives, je crois que c'est là où le phénomène est le plus spectaculaire. Donc vous vous dites peut-être derrière votre écran, moi j'ai 30 ans, je ne suis pas concernée. Eh bien écoutez, je le souhaite pour vous, mais sachez que malheureusement, on constate des pertes d'audition sur des personnes qui sont de plus en plus jeunes. Alors certes, ce n'est pas des pertes d'audition énormes, hein, ce n'est pas comme autrefois quand on mettait des vieux appareils qui s'appelaient des Walkman, je crois, dans les oreilles, qui abîmaient complètement le conduit auditif. Maintenant, avec les technologies qu'on a, c'est vrai que ça protège bien, mais néanmoins, notre tendance à mettre le son trop fort fait qu'il y a des petites usures. Et donc, lorsque l'on a besoin d'une prothèse auditive, et il y a quand même entre 10 et 11 millions de Français qui aujourd'hui en ont besoin, donc vous voyez qu'il n'y a pas que les personnes âgées qui sont concernées par le sujet, eh bien on a affaire à des restes à charge qui étaient vraiment complètement fous. Donc aujourd'hui, quel que soit le type d'équipement, des contours d'oreilles classiques, des intra-auriculaires, etc., etc., vous avez un reste à charge nul, et en plus, encore une fois, sur du matériel qui est de bonne qualité. Ce n'est pas du très haut de gamme, mais ce n'est pas non plus du bas de gamme. Pour preuve, vous avez 30 jours d'essai gratuits, ça veut dire que pendant 30 jours, vous pouvez dire ben, « moi je n'en veux pas, je rends les prothèses », et il y a 4 ans de garantie fabricant. Et il y a au moins 3 options dans les prothèses qui sont sélectionnées pour le 100% santé, l'anti-acouphène, la connectivité sans fil, le réducteur de bruit de vent, voire éventuellement plus en fonction des marques. Bien entendu, si vous chantez dans une chorale, si vous êtes musicien, s'il vous faut du très haut de gamme, eh bien dans ce cas-là, vous pouvez toujours avoir des équipements à tarif libre, mais qui demanderont un reste à charge de votre part et qui sera remboursé toujours de la même manière en fonction de ce qui est prévu dans votre complémentaire santé. Donc l'exemple que je voulais porter à votre connaissance, c'est celui donc de 2 prothèses auditives, puisque même s'il n'y a qu'une oreille qui fonctionne mal, on est obligé d'appareiller les deux pour des raisons d'équilibre. Donc en 2018, avant la réforme, le reste à charge était de 1 700 € pour ces 2 prothèses. Je vous rappelle que la valeur du SMIC est aujourd'hui de 1 258 € net par mois. Donc il ne faut pas se demander trop pourquoi il y avait peu de gens qui pouvaient s'appareiller. La réforme a fait son œuvre, elle s'est échelonnée sur 3 ans, et petit à petit, le reste à charge a diminué, 2019-2020, pour arriver à 0 en 2021. Donc là aussi, c'est une avancée très importante. En fait, quel est mon propos quand je vous parle de ce 100% santé? Eh bien, aujourd'hui, si vous devez revoir... Alors, excusez-moi, le diaporama me fait des blagues, voilà. Aujourd'hui, si vous devez revoir votre niveau de garantie, eh bien, vous devez prendre en compte un certain nombre d'éléments, dont le 100% santé. Si par exemple, vous dites « je veux une bonne garantie parce que j'ai besoin de dentaire », il faut regarder attentivement ce point-là. Si vous voulez une bonne garantie parce que vos enfants changent tous les 6 mois de lunettes, il faut regarder également. Votre choix de complémentaire santé ou de niveau de complémentaire santé va se faire également par rapport au montant des prestations en dehors du 100% santé, puisque vous risquez malgré tout d'avoir de temps en temps des tarifs libres à acheter ou à choisir. Et puis également, n'oubliez pas qu'une complémentaire santé, ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps, c'est quelque chose qui évolue en fonction de l'état de santé et de l'âge. C'est-à-dire que si vous êtes jeune, en bonne santé, vous pouvez avoir un niveau qui va être, somme toute, très raisonnable et peu cher. Si vous commencez à avoir une petite famille, si vous commencez à approcher la cinquantaine, si vous commencez à avoir des pépins de santé, malheureusement, là, il faut penser à faire évoluer votre complémentaire santé, votre mutuelle. Bien entendu, ça va dépendre du tarif. Selon que vous soyez un travailleur non salarié,
vous pouvez avoir des déductibilités fiscales en loi Madelin. Si vous êtes un salarié, vous avez une offre de par votre entreprise avec au minimum 50% de la cotisation qui est prise en charge. Et donc tout ceci est à prendre en compte. Aujourd'hui, les mutuelles que nous sommes sont avec une offre en termes de garantie et de tarifs de plus en plus resserrée, du fait de tous ces changements qui arrivent. Donc, le dernier point auquel vous devez faire attention, ce sont les services proposés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la différenciation des concurrentiels au niveau des prestataires que nous sommes se fait sur les services proposés. Et à mon sens, étant donné l'actualité sanitaire, une bonne complémentaire santé, c'est une complémentaire santé qui va vous proposer une téléconsultation, par exemple. La téléconsultation, ça permet de lutter contre les déserts médicaux, mais ça permet aussi, dans les grosses métropoles, de pouvoir avoir des consultations plus rapides s'il y a une urgence relative, plutôt que d'attendre 4 mois un rendez-vous chez un dermato ou 3 mois un rendez-vous chez un ophtalmo. Voilà. Donc, attention à tous ces points-là en termes de complémentaire santé. Avant d'aborder la prévoyance, Marie, est-ce qu'il y a des questions ? Pour l'instant, pas de questions dans le chat. Mais n'hésitez pas si vous N'hésitez avez pas, des oui. interrogations, vous pouvez les écrire, on les posera à l'intervenante. Bien. Eh bien, écoutez, je vais donc passer à la prévoyance. Donc, la prévoyance concerne le risque arrêt de travail, invalidité, incapacité. C'est la même chose, on ne peut pas continuer à travailler, simplement le vocabulaire est un petit peu différent. Et puis le décès. Ce qu'il faut noter dans ces risques, c'est qu'il y a de fortes disparités entre le statut de travailleur non salarié et le statut d'assimilé salarié. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais diviser mon propos en 2 parties. Donc, nous allons commencer par les travailleurs non salariés. Et donc, ces travailleurs non salariés, ils sont... Alors, il y en a beaucoup plus que ce que je vous envoie à l'écran à l'heure actuelle. Mais enfin, majoritairement aujourd'hui, on va trouver l'entrepreneur individuel, l'artisan, le commerçant, le gérant de URL, le gérant majoritaire de SARL et le micro-entrepreneur. Donc, si vous avez coché l'une de ces cases, les quelques minutes qui suivent vous concernent particulièrement. La slide suivante que vous trouverez dans le PDF que va vous envoyer Marie concerne les différences qu'il y a entre les travailleurs non salariés et les salariés. Bon, comme je vais en parler au fur et à mesure de mon propos, je passe rapidement. Simplement, sachez que l'essentiel des différences porte sur le montant des indemnités journalières, parce qu'il y a des calculs qui sont différents, et porte sur l'indemnisation des accidents du travail, qui sont plus favorables pour les salariés que pour les non-salariés. Alors, pour faire simple, donc, je vous parle en exemple, en euros. Et donc ici, j'ai choisi l'exemple d'un arrêt de travail pour un travailleur non salarié. Donc, arrêt de travail dans le régime obligatoire. Donc, la sécurité sociale des indépendants. Il s'agit d'un commerçant artisan avec un revenu de 24 000 € par an. Bon, normalement, on ne doit pas le transcrire en revenu par mois, mais enfin, ça fait à peu près 2 000 € par mois. Toujours est-il que cet artisan commerçant est arrêté pour pas mal de temps. On sait très bien qu'un chef d'entreprise ne va jamais s'arrêter pour un mauvais rhume ou quoi que ce soit. Donc, il faut quand même que ça soit un arrêt de travail un petit peu sévère. Comment va être calculé le montant de l'indemnité journalière? Eh bien, la sécurité sociale des indépendants va dire, voilà, par rapport à ces 24 000 € de revenus par an, le revenu en activité, donc, est de 66 € par jour. On fait des calculs purement mathématiques. Et donc, le régime obligatoire va verser la moitié, c'est-à-dire 33 € par jour, pendant la durée de l'arrêt, avec en plus un certain nombre de jours qui ne sont pas indemnisés. Donc, si vous vous arrêtez une dizaine de jours, ça peut le faire, pourquoi pas.
Si vous commencez à vous arrêter 6 semaines parce qu'il y a une fracture, par exemple, et puis 10 semaines parce qu'il y a une fracture, plus une rééducation parce que les suites de la fracture ne se déroulent pas bien, 10 semaines donc à 33 € par jour, ça commence à faire des pertes de revenus qui sont très importantes. Donc, cette perte de revenus de 33 € par jour, elle peut être complétée par un contrat de complément de revenus que l'on appelle un contrat de prévoyance. Alors ici, je vous ai mis un exemple, alors bien sûr qui sort de chez nous, hein, voilà. Mais simplement pour vous dire quoi? Pour vous dire que si vous voulez, dans cet exemple-là, bénéficier du complément de 33 € par jour, il va vous en coûter, alors ça c'est la coïncidence des chiffres, 33 € par mois à 30 ans, 62 € par mois à 48 ans, dans le cas où vous êtes un commerçant restaurateur. Mon exemple a pour but d'illustrer le propos suivant, c'est que lorsque vous êtes travailleur non salarié, il y a 3 éléments qui vont rentrer en ligne de compte dans le tarif. Premier élément, c'est votre âge, c'est-à-dire que plus vous avancez en âge, plus le risque que vous présentez est grand. Deuxième élément, ça va dépendre de votre activité. C'est-à-dire que, par exemple, un restaurateur va être considéré comme plus à risque que quelqu'un qui est consultant informatique, par exemple. Et le commerçant restaurateur va être considéré moins à risque que quelqu'un qui travaille dans le BTP. Donc, ça veut dire que ici, le consultant informatique aura un tarif moindre et peut-être que la personne qui travaille dans le BTP aura un tarif plus important. Mais également, le troisième élément qui est à prendre en compte, c'est la nature des prestations. Je m'explique. Ici, dans ce cas de figure, lorsque l'on commence à indemniser, on ne s'arrête pas. C'est-à-dire que si quelqu'un est malade pendant 6 mois, on va indemniser pendant 6 mois. Si quelqu'un est malade pendant X années, on va indemniser pendant toutes ces années-là. Si quelqu'un part en invalidité ou en incapacité, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir continuer à travailler, on va continuer à indemniser. Pour agir sur le prix, certains prestataires font le choix inverse, c'est-à-dire qu'ils disent, voilà, pour la même situation à 30 ans, eh bien, au lieu d'être à 33 € par mois, mon contrat va être à 25 € par mois, par exemple. Sauf que dans les petites lignes du contrat d'assurance, vous savez, celles qu'on ne lit jamais, eh bien, au lieu que l'indemnisation soit continue le temps que vous ayez votre PEPA de santé, eh bien, l'indemnisation va être bloquée à, par exemple, 180 jours, c'est-à-dire 6 mois. Et si vous êtes malade 7 mois, 8 mois, 9 mois, eh bien, au bout de la fin du 6e mois, vous ne serez plus indemnisé. Donc, attention à ces points-là, ils sont fréquents. Attention également aux clauses d'exclusion. Il y a le mal de dos, il y a des clauses d'exclusion au niveau des sports. Par exemple, chez nous, ce ne sont que les sports extrêmes qui sont exclus. Vous pouvez avoir des prestataires dans lesquels le match de foot du dimanche est exclu. Donc, il faut quand même, si vous n'avez que une page à lire dans les conditions générales, c'est vraiment ces petites lignes concernant les durées d'indemnisation et les clauses d'exclusion. Également, je voulais attirer votre attention sur un autre point, toujours dans l'arrêt de travail pour un travailleur non salarié. Le commerçant ou l'artisan de tout à l'heure, on le retrouve quelques années plus tard, il a très bien réussi dans la vie professionnelle et il a un revenu de 48 000 € par an. Donc, toujours selon les règles mathématiques du régime obligatoire, le revenu en activité va être de 133,50 € par jour. Eh bien, il y a un plafond dans les prestations qui vont être versées pendant l'arrêt. Ce plafond, il est de 56,35 € par jour cette année. Il évolue légèrement tous les ans. Ça veut donc dire que la perte de revenus ne va pas être de moitié comme dans l'exemple précédent, elle va être beaucoup plus importante, 77 € par jour. Donc, plus vous montez en revenus et plus vous avez intérêt à faire attention à vos prestations en matière d'arrêt de travail et d'incapacité et d'invalidité. Également, j'ai vu que dans les participants, il y avait 2, je crois, micro-entrepreneurs.
Donc, petit message personnel pour vous, très rapidement, c'est que comme les revenus d'un micro-entrepreneur sont faibles, les indemnités en cas d'arrêt de travail sont faibles. Et en plus, il faut avoir un revenu moyen supérieur à 4 000 € par an pour percevoir des indemnités journalières. Donc, si vous avez un travail à côté, bon, pas de problème par rapport à ça. Si vous n'êtes que micro-entrepreneur, faites attention aux conditions de revenus que vous pourriez avoir si vous étiez en arrêt de travail de longue durée. Je vous ai parlé du TNS, donc maintenant je voudrais en arriver aux salariés ou assimilés salariés qui ont forcément un statut de cadre puisque l'on parle de la protection sociale du chef d'entreprise. Donc, qui va-t-on retrouver principalement? Le président de SAS ou de SASU et le gérant minoritaire ou égalitaire de SARL. Il peut y avoir d'autres statuts, hein, bien entendu, mais là je vous mets les deux principaux, ceux que l'on trouve le plus par les temps qui courent. Je vous ai remis le même tableau que tout à l'heure, hein, encore une fois, comme ça vous aurez le temps de l'étudier pour voir qu'il y a des différences significatives entre travailleurs non salariés et assimilés salariés au profit des salariés. Mais il faut dire aussi que les salariés payent plus de charges obligatoires que les travailleurs non salariés. Alors, en ce qui concerne la prévoyance, en arrêt de travail, le régime obligatoire, donc la sécurité sociale, va verser 50% du montant du salaire, mais avec un plafond. Ce plafond, cette année, est de 2 771 € par mois. Il n'y a aucune indemnisation au-delà. Ça veut donc dire que, il vaut mieux avoir un contrat de prévoyance à côté. Donc, deux cas de figure. Ou bien votre entreprise dépend d'une convention collective dans laquelle la prévoyance est obligatoire, et là vous y avez déjà pensé, ou bien vous n'avez pas de convention collective obligatoire, vous avez une obligation par contre en tant que cadre, ou plutôt l'entreprise a une obligation de cotiser à hauteur du fameux 1,50 cadre, et donc vous devez avoir forcément une garantie prévoyance. Donc, partant de là, je me dis, tout va bien pour les salariés, et ils sont d'une manière ou d'une autre à l'abri, puisqu'ils ont une obligation de toutes parts par les textes légaux. Néanmoins, je voudrais faire, comment dirais-je, un aparté assez significatif concernant le statut très, très, très à la mode de président de SAS et de SASU. Alors, quand je dis à la mode, ça n'a rien de péjoratif, hein, c'est simplement que majoritairement dans les créations d'entreprises, c'est le statut qui apparaît. Mais il peut présenter, en matière de protection sociale, une faiblesse assez considérable que je vais vous expliquer immédiatement. Donc, ici, alors, pas de panique devant ce tableau un petit peu complexe, on va essayer de le rendre simple. Ici, donc, je suis sur un président de SAS qui ne se paye uniquement qu'avec du salaire. Et malheureusement pour lui, il est en invalidité, deuxième catégorie, ça veut dire qu'il ne peut plus du tout travailler, et jeune, puisqu'il n'a que 42 ans. Il avait un salaire brut mensuel de 2 000 € par mois. Sa pension d'invalidité calculée par la sécurité sociale va être de la moitié, 1 000 € par mois. Si on prend son brut, qu'on le transforme en net, son net était de 1 560 € par mois. Sa pension d'invalidité va être calculée par rapport au brut de la sécurité sociale, et là-dessus, il y a quand même des prélèvements sociaux, moins que quand on est en activité, mais il y en a malgré tout, de 7,4% à peu près. Donc ça veut dire que ce président de SAS, pourtant payé complètement avec son salaire, ne va toucher de la part du régime obligatoire que 926 € par mois, c'est-à-dire 59% de son salaire net pendant la période d'activité. Donc encore une fois, il va bien avoir besoin d'un contrat complémentaire prévoyance pour assurer son revenu. Mais imaginons que ce président de SAS ne se soit pas payé de cette manière-là. Le président de SAS,
il s'est payé avec un salaire minimum et des dividendes. Et donc, pour retomber sur nos parts, oui, avec un revenu de 24 000 € par an, je l'ai fait payer 1 000 € par mois, donc salaire minimum, et il a des dividendes annuels de 12 000 € par an. Comment va être calculée sa pension d'invalidité? Elle va être calculée par rapport à la moitié de son salaire, c'est-à-dire 500 € par mois. De là, on enlève les prélèvements sociaux. Ça veut donc dire que notre cadre va toucher 463 € par mois et 5 556 € par an, au lieu des 24 000 € par an qu'il avait avec un salaire et des dividendes. Vous faites le calcul, pour ceux qui sont forts en calcul mental, ça fait 29% du revenu net par rapport à la période d'activité. Et donc, autrement dit, les dividendes, comme ils ne sont pas soumis aux cotisations sociales, ils ne rentrent jamais dans le calcul des prestations en arrêt de travail. Donc, attention à ça, parce que, pour le coup, il n'y a aucun contrat de complémentaire prévoyance qui va faire le complément, puisqu'on ne pourra pas prélever de cotisations sur des dividendes. Donc, je sais bien que c'est la solution préconisée par les experts comptables, et ils ont raison, hein, d'une certaine manière, mais en même temps, réfléchissez, si vous commencez à prendre un petit peu d'âge, ou si votre état de santé est un petit peu moins bon, un petit peu de cholestérol, enfin que sais-je, bref, commencez peut-être à vous verser un salaire un peu plus conséquent et un peu moins de dividendes. C'est vrai que ça vous coûtera un peu plus en fiscalité, mais bon, à un moment donné, il faut quand même aussi assurer un petit peu ses arrières. Sur les cas les plus communs, si vous voulez, que peut-on proposer par rapport à un complément de prévoyance? Donc, j'ai repris mon président assimilé salarié, il a un salaire de 24 000 € brut par an, soit 2 000 € par mois, et donc, il a une obligation, l'entreprise a une obligation de souscription à hauteur de 1,50% du salaire, entièrement payé par l'entreprise, c'est-à-dire une cotisation de 30 € par mois. Donc, qu'est-ce qu'il peut avoir pour 30 € par mois? Ce n'est qu'un exemple, hein, parce qu'il y a de multiples possibilités de choix. Mais pour 30 € par mois, s'il y avait un risque avéré, donc, alors malheureusement, en cas de décès, les ayants droit toucheraient quasiment 4 ans de salaire. Les enfants à charge, au sens fiscal du terme, toucheraient quasiment 6 mois de salaire, 12 000 €, et il y aurait un doublement de capital en cas d'accident. S'il s'agit d'un arrêt de travail, autrement dit une incapacité temporaire permanente, eh bien nous versons 90% du salaire après 30 jours d'arrêt, et nous n'arrêtons pas. C'est-à-dire qu'il y aura 21 600 € de revenus par an, Sécu et complémentaire prévoyance inclus, pendant toute la durée de l'arrêt, même s'il y avait une invalidité. Et cette invalidité, donc, elle est indemnisée de la même manière. Voilà. Donc, vous voyez que pour des cotisations relativement peu importantes, vous pouvez, en cas de pépin, avoir des prestations qui sont, je ne dirais pas confortables malheureusement, mais enfin, qui permettent de vivre. Si vous devez revoir vos garanties de prévoyance, vous avez intérêt à les revoir pendant que vous êtes encore jeune et en bonne santé. Pourquoi? Parce que, bien pour moi qui suis moins jeune et en moins bonne santé, si j'avais aujourd'hui un questionnaire médical à remplir, eh bien peut-être que j'aurais une surcotisation. Donc attention à cette histoire de questionnaire médical. Une fois que vous êtes rentré dans un contrat, eh bien on suivra tous vos événements de santé et d'âge sans vous demander une augmentation tarifaire particulière. Alors que si vous devez changer de prestataire ou si vous devez changer de garantie chez le prestataire que vous avez aujourd'hui, eh bien là, ça ne sera pas forcément la même chanson. Donc également, attention à ce point-là. Donc, pour conclure ce propos sur la prévoyance complémentaire, eh bien, on peut dire que vous soyez TNS ou salarié, à mon sens, il y a une nécessité absolue de s'assurer pour les compléments de revenus et de faire bien attention à
lorsque vous vous assurez. Je suis amenée à, alors pas à former, mais à suivre des commerciaux. Et les commerciaux, en technique de vente, on leur dit, on leur serine que plus c'est simple, mieux ils vendent. Et donc souvent, je constate que lorsqu'ils sont devant un prospect ou un client, ils ont tendance à ne proposer qu'une seule solution. Ils vous ont écouté, ils pensent que c'est la solution la meilleure. Bon, ok. Alors peut-être qu'ils ont raison, mais peut-être aussi qu'ils se trompent. Donc vous, n'hésitez pas, si vous pensez à autre chose, n'hésitez pas à leur faire 2 ou 3 préconisations et études. Ça ne leur prendra pas beaucoup plus de temps et vous, ça pourrait peut-être vous éclairer un petit peu plus. Pour vous aider à souscrire ces compléments de revenus, il y a des avantages fiscaux et sociaux en matière de complémentaire santé et de prévoyance. Donc, une fiscalité attractive pour le travailleur non salarié, donc artisan, commerçant, etc., etc., mais également pour le chef d'entreprise assimilé salarié. Pour le TNS, le travailleur non salarié, il s'agit de la fameuse loi Madelin, donc avec laquelle les cotisations des contrats prévoyance, complémentaire santé, dépendance, retraite, perte d'emploi, donc toutes ces cotisations-là font l'objet d'une déductibilité au niveau du bénéfice imposable. Attention, les micro-entrepreneurs ne peuvent pas en bénéficier, c'est la seule exception. Comme il y a un avantage à l'entrée, il n'y a pas d'avantage à la sortie. Donc, en plus, cette loi Madelin vous permet d'avoir de bons niveaux de cotisation pour ceux qui le peuvent, puisque le plancher est de 2 879 € en 2021 et le plafond de 9 872 €. Ça veut donc dire que vous pouvez souscrire, pour ceux qui le peuvent, y compris pour la retraite. Hein. C'est un point que je n'aborderai pas aujourd'hui parce qu'on est toujours en attente d'une éventuelle réforme, mais sachez que la retraite, on en aura toujours, mais on n'en aura pas autant que n'en ont eu nos aînés. Donc il faut faire du complément de retraite également. En ce qui concerne les salariés, donc au niveau de la fiscalité, eh bien, les cotisations sont déductibles du bénéfice imposable de l'entreprise. Donc là, également un avantage fiscal intéressant. Mais le plus gros avantage au niveau de l'entreprise, c'est bien sûr l'exonération des charges sociales sur les cotisations. Donc, il y a là aussi un plancher qui est de 2 470 € en 2021 et un plafond qui est de 4 940 € en 2021, ce qui permet de pouvoir là aussi souscrire des garanties qui sont confortables. Et c'est la raison aussi pour laquelle, quelquefois, quand on veut éviter de trop augmenter un salaire, on peut par exemple souscrire de meilleures garanties en matière de complémentaire santé, en matière de prévoyance, puisque dans un salaire, vous aurez à acquitter les charges sociales patronales, alors que dans ces souscriptions de garantie, eh bien, il y aura une exonération. Donc voilà pour la prévoyance. Marie, est-ce qu'il y a des questions avant d'aborder le dernier point, c'est-à-dire les actualités sociales? Toujours pas de questions pour le moment. Vous pouvez continuer. Alors, où j'ai perdu tout le monde en route? Il y a beaucoup Non, nous sommes encore là. Nous sommes encore là. Ah, ouf! Beaucoup d'informations, peut-être qu'il faut digérer 2 minutes tout ça. En tout cas, encore une fois, n'hésitez pas à écrire hein, dans le chat si vous avez des questions. Enfin, il n'y a pas de questions bêtes. Tout le monde est concerné par ça, donc voilà, franchement, n'hésitez pas. Ok. Alors, le dernier point, donc les dernières actualités sociales. Pendant la crise sanitaire, il y a eu un petit ralentissement quand même en 2021. Et donc, eh bien, on en a profité pour reprendre les usines à gaz que constituent des textes qui se rajoutent sur d'autres textes qui font que ça change à peu près tout le temps. Donc, je voudrais attirer votre attention sur 2 points et après vous faire une information qui concerne des cas malheureux puisque c'est des liquidations judiciaires, mais qui, à mon sens, un point qui me paraît important puisque c'est une
une jurisprudence. Pardon. Alors, première actualité sociale, la définition de la catégorie objective des salariés dans une entreprise. Une catégorie objective, c'est être cadre ou non cadre. Ces catégories objectives, elles étaient définies de longue date, depuis 1947, par la convention collective de l'AGIRC. Eh bien, cette convention collective de l'AGIRC, et donc cette définition, sont caduques depuis la fusion de l'ARCO-AGIRC en 2019. Sauf qu'on n'avait pas de texte pour remplacer. Donc on vivait sur une espèce d'état de fait, mais qui pouvait quelquefois être un petit peu embêtant. Donc aujourd'hui, l'administration nous dit que la définition d'une catégorie objective, cadre et non cadre, peut se faire soit par référence à l'ANI, l'accord national interprofessionnel de 2017, du 17 novembre 2017, relatif à la prévoyance des cadres. Ça, c'est le cas général. Mais vous pouvez également avoir des cas dans lesquels la définition se fera par un accord professionnel et surtout par une convention de branche. Vous savez que les conventions collectives bougent beaucoup, donc c'est effectivement une bonne possibilité pour avoir des définitions de catégories cadres et non cadres. Vous devez, en tant qu'entreprise, vous mettre à jour. C'est une obligation par un décret qui a été publié le 31 juillet 2021 et ce décret va rentrer en vigueur le 1er février 2022. Donc ça veut dire que pour toutes les entreprises qui n'auraient pas des bonnes définitions de ces catégories objectives, au 1er février 2022, il faudra qu'il se passe quelque chose. Soit une convention collective va être réécrite, ça m'étonnerait parce que c'est toujours un petit peu long, soit il va falloir faire une décision unilatérale de l'employeur. Pour les entreprises qui sont déjà dans les normes, eh bien, vous avez la possibilité de surseoir à la mise à jour de ces catégories objectives jusqu'au 1er décembre 2025. Donc, ça nous laisse un petit peu de temps et ça nous laisse même quelques années pour voir un petit peu comment tout cela tourne. Une autre actualité sociale, c'est l'instruction de la sécurité sociale du 17 juin 2021 qui concerne la mise en conformité des contrats collectifs. Alors cette mise en conformité, c'est simplement dire que, c'est né de la crise sanitaire, hein, c'est simplement dire qu'un salarié en activité partielle ou en activité partielle de longue durée va faire partie des cas de suspension indemnisés. Vous savez qu'il y a des cas de suspension non indemnisés, ça va être le cas d'un congé parental, par exemple, et puis vous avez des cas de suspension du contrat de travail indemnisé, par exemple l'arrêt maladie, tout simplement. Donc, l'instruction de la sécurité sociale nous enjoint donc de stipuler dans les entreprises qu'il y a maintien des garanties pour les salariés en activité partielle. Cette mise en conformité doit se faire lorsqu'il s'agit des branches, des accords conventionnels, des conventions collectives, des accords collectifs, etc., doit se faire au plus tard le 1er janvier 2025. Donc là aussi, on a un petit peu de temps. Mais si vous avez procédé au caractère obligatoire du contrat pour les salariés dans votre entreprise par décision unilatérale, vous auriez eu jusqu'au 1er juillet 2022 pour vous mettre en conformité. Et là, l'administration a dit, eh bien, on va faire une lettre, donc qui date du 19 octobre, c'est pas si mieux que ça, et maintenant, vous avez jusqu'au 1er janvier 2023 pour pouvoir mettre à jour votre décision unilatérale de l'employeur. Donc, mon conseil, alors, sous le haut patronage des experts comptables qui vous suivent, hein, bien sûr, ou de vos services RH, mon conseil, c'est, pour résumer ces deux actualités sociales, c'est d'éviter de faire 2 fois la même chose, parce que les formalismes en matière de décision unilatérale de l'employeur sont quand même assez lourdes. Donc, vous avez intérêt à faire une seule DU, un seul formalisme,
qui mettent en place la nouvelle définition des catégories objectives, les nouveaux cas de maintien de garantie. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut que vous la fassiez pour le 1er janvier 2023. Hein. Là, encore une fois, soit voir avec votre prestataire de service, s'il va jusque dans le conseil social, soit avoir avec votre expert comptable, soit avoir avec les services RH ou juridiques. Dernier point, et non des moindres, même si c'est un point, comme je vous le disais tout à l'heure, un petit peu malheureux puisqu'il concerne la liquidation judiciaire d'une entreprise, eh bien ce dernier point, ça concerne la portabilité. Nous avons, le texte sur la portabilité laissait beaucoup de flou, pour ne pas dire un gros no man's land, dans les cas de liquidation judiciaire. Que devenaient les salariés? Et comme le texte n'était pas clair, ben finalement, les salariés ne devenaient rien du tout, ils n'avaient pas droit à la portabilité en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise. Maintenant, il y a une jurisprudence qui a été faite en novembre 2020 par la Cour de cassation et qui dit que dès lors qu'il existe un contrat de complémentaire santé de prévoyance au jour où le salarié est licencié, eh bien, dans ce cas-là, il y a portabilité. Et donc, la décision de la Cour de cassation s'applique dans ce cas de figure. Donc, nous avons quelques confrères, heureusement une minorité, mais quelques confrères qui disent encore aujourd'hui, en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise, ben non, on est désolé, mais on ne peut pas prendre les salariés en portabilité. Donc là, c'est faux. Vous pouvez véritablement leur présenter l'arrêt de la Cour de cassation. Ils ne peuvent absolument plus refuser la portabilité pour un salarié qui est issu d'une entreprise en liquidation judiciaire. Le seul cas de figure où on peut refuser la portabilité, et ça le texte a toujours été clair depuis le début, c'est au cas où le salarié aurait été licencié pour faute lourde. Mais bon, en liquidation judiciaire, on ne parle pas de ça. Donc, attention à ce point-là, j'espère que vous ne serez jamais concernés, mais vous pouvez connaître par vos réseaux des entreprises qui seraient concernées, et c'est un bon conseil à apporter, puisque enfin, cette non-écriture, finalement, a été corrigée. Voilà ce que l'on pouvait dire pour cet aspect des actualités sociales. Et donc, avant de passer aux questions, s'il y en a, je voulais remercier encore une fois de son accueil toujours chaleureux et convivial, la CCI du Havre. À vous, Marie et Olivier. Bien, merci. Beaucoup. Oui, merci Christine pour cet exposé. Malheureusement, je ne vois pas de questions. Alors, n'hésitez pas. Moi, j'ai peut-être une question, Christine, au sujet du projet de grande sécurité sociale. Est-ce que tu en sais plus ou pas? Alors, attendez, je reprends ma caméra quand même. Voilà. Est-ce que j'en sais plus ou pas? Eh bien, c'est peut-être le monstre du Loch Ness, ou c'est peut-être l'Arlésienne, je ne sais pas. C'est un petit peu difficile d'avoir des renseignements par rapport à cela. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau politique, il y a quand même un petit peu d'agitation dans l'air. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la grande sécurité sociale? La grande sécurité sociale, ça serait d'avoir un seul payeur au lieu de deux aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous allez chez le médecin, par exemple, eh bien, vous allez avoir la sécurité sociale qui vous rembourse et votre mutuelle qui vous rembourse. Dans la grande sécurité sociale, vous n'auriez plus que la sécurité sociale qui vous rembourse, et la sécurité sociale aurait absorbé les mutuelles, finalement. Voilà. Donc, on sait qu'au niveau politique, Olivier Véran, le ministre de la Santé actuel, y tient particulièrement. Il y tient parce qu'il estime que les adhérents que vous êtes pourraient faire les économies des frais de gestion que nous prélevons en mutuelle. Ces frais de gestion, ils sont évalués à 5 milliards d'euros, multipliés par le nombre de personnes assurées en France, divisé par le nombre de mois. Enfin, ça fait vraiment peanuts au niveau annuel. Hein. Ça doit faire quelque chose entre 10 et 15 euros par personne. Enfin, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Bon.
Le président de la République, lui, est un peu mitigé, parce que c'est une énorme, énorme réforme. Parce qu'il y a quand même à peu près 100 000 salariés à recaser du côté des mutuelles, des complémentaires santé, chez les assureurs, etc., etc. Et puis, c'est une énorme réforme également, parce que ça veut dire changer tous les logiciels. Et dans cette énorme réforme, il y a deux possibilités également de grande sécu. C'est dire, soit la grande sécu, eh bien, c'est la sécurité sociale qui reprend tout, le médecin, l'optique, le dentaire, etc., etc. Soit c'est dire, eh bien voilà, la grande sécu, ça sera pour les frais ordinaires, le médecin, la pharmacie, la radiologie, les analyses, et les trois postes clés à nouveau, que sont l'optique, le dentaire, les prothèses auditives, eh bien, on va les laisser aux mutuelles. Et dans ce cas-là, on reprend la part du régime obligatoire. Donc, bon, voilà, on verra à quelle sauce on sera mangé ou pas mangé. Mais dans tous les cas de figure, quelle que soit la décision qui soit prise, si on sort du système actuel, il y a quand même un gros danger pour les adhérents. Je suis d'accord qu'on va leur rendre 5 milliards de frais de gestion, ce qui n'est pas neutre malgré tout, mais il va y avoir un gros danger, c'est la dérive des frais de santé. Parce que si, par exemple, pour un médecin, vous n'avez plus que la sécurité sociale qui est payeur, qu'est-ce que vous allez faire quand le médecin va prendre du dépassement d'honoraires? Ça sera forcément à votre charge. Alors, si vous pouvez le payer, tant mieux. Mais si vous ne pouvez pas le payer. Donc là, on sera véritablement sur de plus en plus un système à l'américaine à deux vitesses. C'est la raison pour laquelle on est très attentif, les lobbies, hein, disons-le honnêtement, les lobbies des mutuelles et des compagnies d'assurance sont à fond la caisse contre ce projet de réforme, mais parce que c'est vrai qu'on souhaite sauvegarder ces 100 000 emplois hein, déjà, mais parce que également, à Océane Matmut, nous appartenons à la Fédération de la mutualité française, donc ça veut dire qu'on est sous-tendu par une certaine défense de nos adhérents, également parce qu'on ne veut pas de cette médecine à deux vitesses. Déjà, de fait, elle existe un peu aujourd'hui, de fait. Mais demain, si on a la grande sécurité sociale, ça va être encore pire. Voilà. Donc, comme la réforme du 100% santé a quand même été faite par cette mandature avec ce ministre, avec ce président de la République, c'est un peu quand même antinomique avec le projet de grande sécu et donc de médecine à deux vitesses. Donc, on ne sait pas véritablement, c'est la raison pour laquelle, sans faire la langue de bois, je ne pourrais pas avoir de réponse très franche à ta question, Olivier, mais ce dont je suis sûre, c'est que pour nos interlocuteurs qui sont derrière l'écran, c'est quand même un sujet à suivre de près parce que ce n'est pas un sujet très, très simple et il peut avoir quand même des impacts sur votre avenir plus ou moins proches. C'est comme la réforme des retraites, hein, d'ailleurs, ça va être le même problème. Ça va être le même problème. Bon, très bien. Merci beaucoup pour ta réponse. Mais ça me paraissait important de faire un focus en fin d'exposé sur le projet de grande sécu. Merci beaucoup. Très bien. Marie, je vous laisse conclure. Alors, je regardais parce que certaines personnes sont en train d'écrire, des personnes qui vous remercient. Intervention claire et intéressante. Merci, merci beaucoup. Je regarde si c'était des questions. Alors, pardonnez-moi pour ceux qui n'auraient pas trouvé ça clair et intéressant, mais c'est vrai que parler de la protection sociale en 1 heure de temps, c'est un exercice qui est un peu funambule. Hein, voilà. Alors, encore des remerciements. Donc je pense qu'il n'y a, réellement pas de questions. Pas de questions techniques. Okay. Pas de questions techniques. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous tous. Et je me permets de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à tous. Prenez soin de vous, n'oubliez pas les gestes barrières. Et comme ça, on aura de belles fêtes de Noël. À bientôt. Au revoir. À bientôt, Christine. À bientôt, Marie. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.